L'amour défie les définitions simples. C'est peut-être le sentiment le plus difficile à expliquer. De nombreux philosophes ont tenté de percer ces mystères. Nietzsche, par exemple, voyait l'amour comme quelque chose qui échappait au concept traditionnel de bien et de mal. Pour lui, l'amour est une force puissante qui dépasse les règles conventionnelles de la moralité. Il croyait que l'amour ne pouvait pas être jugé simplement comme bon ou mauvais, car c'était une expression plus profonde et complexe de la vie humaine. Schopenhauer, avec un regard plus sceptique, considérait l'amour uniquement comme un moyen biologique de reproduction, une perspective qui reflète sa vision généralement pessimiste de la vie. Platon, lui, a porté l'amour à un autre niveau, en créant le terme amour platonique. Pour lui, l'amour était la quête de la beauté et de la perfection, quelque chose qui reste toujours hors de notre portée. Cette recherche constante de quelque chose de plus élevé nous motive à grandir et à nous améliorer, même si nous n'atteignons jamais la perfection souhaitée. C'est comme si nous regardions constamment les étoiles, sachant que nous ne pourrons jamais les toucher. En revanche, Sartre voyait l'amour comme un projet, une tentative de façonner notre réalité à travers des relations souvent marquées par des conflits et des négociations. Machiavel, toujours pragmatique, traitait l'amour comme une relation d'obligation, où les liens sont maintenus non pas par des sentiments authentiques, mais par un échange d'avantages, reflétant sa vision de la nature humaine. L'amour, dans ce sens, pourrait être un outil pour atteindre des objectifs, quelque chose à manier avec précaution et ruse. Enfin, Socrate voyait l'amour comme une quête de la vérité et de la beauté. Il pensait que l'amour nous pousse toujours à chercher davantage, à rechercher ce qui est bon et beau en toute chose. L'amour, pour Socrate, est une force qui nous élève, nous fait transcender le banal et rechercher l'éternel. Chacun de ces penseurs nous offre une perspective différente pour comprendre l'amour, une émotion aussi ancienne que l'humanité. Et, tout comme eux, nous tentons également de déchiffrer ce sentiment complexe qui peut être à la fois source de grande joie et de profonde douleur. Après tout, pourquoi aimons-nous? Et qu'est-ce que l'amour? L'amour se manifeste de manière diverse et complexe. À travers l'histoire, différentes cultures et philosophies ont cherché à comprendre et à catégoriser cette émotion. Les anciens Grecs, par exemple, avaient plusieurs mots pour décrire différents types d'amour: Eros, Philia et Agapé. Eros est l'amour passionné, plein de désir. C'est ce sentiment intense qui nous coupe le souffle et nous donne des papillons dans le ventre. Ce type d'amour peut être incroyablement excitant et marque souvent le début d'une relation romantique. Cependant, tout comme une flamme qui brûle intensément, Eros peut être éphémère, laissant des souvenirs marquants. Philia, quant à elle, est l'amour entre amis. C'est un sentiment plus calme et durable, basé sur la confiance, le respect mutuel et l'amitié. Philia est ce que nous ressentons pour les personnes en qui nous avons vraiment confiance, sur qui nous pouvons compter en toutes circonstances. C'est le type d'amour qui nous donne un sentiment de sécurité et d'appartenance. Agapé est un amour plus altruiste et inconditionnel. C'est l'amour qui se préoccupe du bien-être des autres, sans rien attendre en retour. Agapé est cet élan qui nous pousse à aider quelqu'un, même si c'est un parfait inconnu. Dans le christianisme, Agapé est souvent utilisé pour décrire l'amour de Dieu pour l'humanité, un amour illimité et universel. Ces trois types d'amour ne sont pas isolés. Ils peuvent se mélanger et évoluer avec le temps. Une relation peut commencer par la passion d'Eros, se transformer en une profonde amitié de Philia, et éventuellement évoluer vers un amour altruiste comme Agapé. Cela montre à quel point l'amour est complexe et comment nos expériences peuvent se superposer et se transformer. Ces transformations et nuances de l'amour sont également influencées par divers facteurs, comme nos propres instincts et les normes de la société dans laquelle nous vivons. Après tout, qu'est-ce qui nous pousse à ressentir de l'attirance ou de l'affection pour quelqu'un? Et comment nos expériences culturelles et biologiques façonnent-elles ces sentiments? Ces aspects sont essentiels pour comprendre comment nous exprimons et percevons l'amour, révélant une profondeur qui va bien au-delà des émotions initiales. L'amour est une émotion universelle, mais ses manifestations et ses interprétations peuvent varier considérablement d'une culture à l'autre. Cela nous amène à une question intrigante. L'amour est-il une expérience essentiellement biologique ou est-il une construction façonnée par les normes culturelles et sociales? Deux perspectives principales émergent de cette discussion, qui s'entremêlent et se complètent souvent, bien qu'elles puissent parfois être en conflit. D'un point de vue biologique,
L'amour peut être compris comme un mécanisme évolutif conçu pour favoriser la reproduction et la survie de l'espèce. Les sentiments d'attraction et d'attachement auraient aussi évolué pour garantir que nous formions des liens solides et durables avec nos partenaires et nos descendants. Pensez aux liens qui unissent les parents et les enfants, essentiels pour le soin et la protection durant les années vulnérables de l'enfance. La neuroscience soutient cette vision, démontrant comment des hormones comme l'ocytocine et la dopamine jouent un rôle crucial dans la formation de ces liens. L'ocytocine, souvent appelée l'hormone de l'amour, est libérée lors de moments d'intimité et renforce la confiance et la connexion. Cependant, la culture joue également un rôle tout aussi important dans la manière dont nous comprenons et exprimons l'amour. Différentes sociétés ont des attentes variées quant à ce qui constitue un comportement amoureux ou acceptable dans une relation. Par exemple, dans de nombreuses cultures occidentales modernes, l'amour romantique est considéré comme la base du mariage et de la construction d'une famille. Dans des cultures comme celle de l'Inde ou du Japon, les mariages arrangés restent courants et l'amour est quelque chose qui se développe avec le temps, à travers le respect et la coexistence. Cette divergence nous amène à considérer le concept de l'âme sœur ou de l'amour véritable, qui est une construction relativement récente, popularisée par le mouvement romantique du 19e siècle. Avant cela, de nombreux mariages étaient vus comme des alliances stratégiques, plutôt que comme des unions basées sur la passion. Cela nous montre que nos attentes concernant l'amour et le mariage peuvent être aussi influencées par la culture que par nos instincts biologiques. La complexité s'intensifie lorsque nous considérons comment la mondialisation et Internet transforment rapidement nos perceptions de l'amour. Avec l'accès à un large éventail d'idées et de modes de vie, les gens remettent de plus en plus en question les normes traditionnelles et explorent de nouvelles formes de relations, comme le polyamour ou les relations à distance. Cette diversité d'expériences et d'expressions de l'amour nous pousse à réfléchir. Dans quelle mesure nos idées sur l'amour sont-elles innées ou acquises? Suivons-nous simplement un script biologique ou réinventons-nous constamment l'amour en fonction des changements sociaux et culturels? Cette interaction entre le biologique et le culturel rend l'amour riche et unique pour chaque individu et chaque société. Tandis que nous continuons d'explorer comment ces deux aspects s'influencent mutuellement, nous pourrions peut-être découvrir de nouvelles façons de comprendre et d'exprimer l'amour dans nos propres vies. L'amour, en plus d'être une émotion complexe, a été considéré comme l'un des moyens les plus puissants de rechercher et de donner un sens à la vie. Dans son essence, l'amour nous relie profondément aux autres, transcende la simple interaction et crée des liens qui définissent souvent notre existence et notre identité. Cette quête de connexion est une tentative de combler un vide existentiel, une recherche de quelque chose qui donne un sens à notre expérience de vie. De nombreux philosophes et penseurs modernes et contemporains ont exploré l'amour non seulement comme une émotion ou un instinct, mais comme un besoin existentiel. Albert Camus, par exemple, voyait l'amour comme une forme de rébellion contre l'absurdité de la vie, trouvant de la valeur et du sens dans des relations authentiques et intenses. Aimer, pour Camus, c'est affirmer la vie malgré son absence de sens intrinsèque. De plus, l'expérience d'aimer peut être vue comme un processus de connaissance de soi et de croissance personnelle. L'amour nous pousse à affronter nos propres limites, insécurités et peurs. Il nous oblige à être vulnérables, à nous ouvrir à l'autre et, ce faisant, à découvrir qui nous sommes réellement. C'est à travers l'amour que nous nous confrontons souvent aux grandes questions de la vie. Qui suis-je? Qu'est-ce qui est important pour moi? Comment puis-je vraiment me connecter aux autres? L'amour peut aussi être un reflet de nos aspirations les plus profondes. En aimant, nous ne cherchons pas seulement une connexion avec une autre personne, mais aussi un reflet de nos propres idéaux et valeurs. C'est une façon de projeter et de poursuivre nos désirs de beauté, de bonté et de vérité. En ce sens, l'amour peut être vu comme une forme d'art, une création constante de quelque chose de beau et de significatif dans nos vies. Mais l'amour n'est pas seulement une expérience interne et personnelle. Il se manifeste également dans des actions concrètes et dans notre engagement envers l'autre. Simone Weil, philosophe et mystique, écrivait sur l'amour comme une forme d'attention pure, où nous voyons et comprenons vraiment l'autre dans sa totalité. Ce type d'amour est un acte de don, de sortir de soi-même pour se connecter véritablement à l'autre. Ainsi, l'amour est un voyage constant, une quête de sens qui se renouvelle à chaque acte d'aimer. Il nous invite à sortir de notre perspective limitée et à expérimenter la vie dans toute sa richesse et sa complexité.
Aimer, c'est en quelque sorte trouver un but qui transcende notre individualité, une manière de laisser une trace dans le monde et dans la vie des autres. L'amour se révèle non seulement comme un sentiment, mais comme une quête profonde de connexion et de sens. Cette recherche, à la fois émotionnelle et philosophique, se reflète dans nos corps, mais aussi dans nos esprits. Bien que nous considérions souvent l'amour comme une affaire de cœur, c'est en réalité le cerveau qui orchestre tout. Les neurosciences ont révélé comment nos cerveaux réagissent à l'amour et comment ces processus façonnent nos expériences. Comprendre ce qui se passe dans nos esprits peut non seulement expliquer pourquoi nous ressentons certaines émotions, mais aussi révéler à quel point la chimie de l'amour est fascinante. Lorsque nous tombons amoureux, une véritable tempête chimique se produit. La dopamine, connue sous le nom d'hormone du plaisir, est libérée en grande quantité, procurant cette sensation d'euphorie et de bien-être. Cette substance est la même qui active notre système de récompense lorsque nous faisons quelque chose de plaisant, comme manger notre plat préféré ou écouter une musique que nous aimons. C'est pourquoi, au début d'une relation, tout semble plus lumineux et excitant. Nous sommes littéralement dépendants à la dopamine. Un autre élément chimique important est l'ocytocine, le fameux hormone de l'amour. Libéré lors de moments d'intimité, comme les câlins, les baisers et le sexe, l'ocytocine renforce les liens de confiance et de proximité entre les individus. Elle est également essentielle dans le lien entre les parents et les enfants, aidant à créer une connexion émotionnelle profonde. Ces processus biologiques nous aident à comprendre pourquoi le contact physique est si puissant et comment il peut forger des liens qui durent toute une vie. De manière intéressante, la science montre que l'amour peut réellement être addictif. Les zones du cerveau activées pendant une relation amoureuse sont les mêmes que celles impliquées dans la dépendance à des substances comme la cocaïne. Cela explique pourquoi l'amour peut être si irrésistible et pourquoi, en cas de rupture, il peut provoquer des symptômes de manque, comme une profonde tristesse et un désespoir. Nous sommes littéralement accros à la présence de l'être aimé, et lorsque cette présence disparaît, nous souffrons d'une sorte de syndrome de sevrage. Mais il ne s'agit pas seulement de plaisir et d'addiction, l'amour implique également l'amygdale, une partie du cerveau associée aux émotions et au comportement social. Pendant la phase de passion, l'activité de l'amygdale diminue, ce qui peut expliquer pourquoi nous avons tendance à ignorer les défauts de la personne aimée. Cette cécité émotionnelle est un mécanisme qui permet de créer une connexion forte et intime, mais qui peut aussi conduire à des déceptions lorsque l'effet dopamine s'estompe et que nous commençons à voir la réalité plus clairement. Ces aspects neuroscientifiques montrent comment l'amour est une combinaison de réactions chimiques et de processus neuronaux. Cependant, cela n'enlève rien à sa magie. Au contraire, comprendre le fonctionnement de l'amour dans le cerveau ajoute une couche supplémentaire de fascination à cette expérience universelle. Au final, l'amour est une force puissante et inépuisable qui traverse toutes les cultures et toutes les époques. Que ce soit l'éros enflammé, la philia réconfortante ou l'agapé altruiste, l'amour prend des formes qui façonnent nos vies de manière profonde et souvent inattendue. Mais ce qui rend l'amour vraiment fascinant, c'est sa capacité à nous défier et à nous transformer. C'est un sentiment qui ne rentre pas dans des formules ou des définitions simples. Peut-être est-ce pour cela que nous continuons à nous demander « qu'est-ce que l'amour, en fin de compte ?» Et bien que la science, la philosophie et la culture tentent d'y répondre, la vérité est que chacun de nous vit l'amour d'une manière unique et personnelle. Je crois que l'amour est un voyage, et non une destination. C'est dans la quête du sens de l'amour que nous trouvons la véritable essence de notre humanité. Et cette quête est pleine de hauts et de bas, de moments de joie et de douleur. Mais elle en vaut toujours la peine. Si, comme moi, vous êtes fasciné par ce voyage et que vous souhaitez explorer davantage les nuances de l'amour et des émotions humaines, je vous invite à nous rejoindre sur la chaîne. Continuons cette conversation, découvrons de nouvelles perspectives et, qui sait, peut-être trouverons-nous quelques réponses en chemin. Mon dernier conseil, aimer. Après tout, comme l'a dit le grand penseur Nietzsche, il y a toujours un peu de folie dans l'amour. Mais il y a aussi toujours un peu de raison dans la folie. Souviens-toi, la connaissance est le chemin vers la véritable liberté. Compte sur moi et suis le lapin blanc.